Monsieur le bâtonnier, chers confrères, mesdames et messieurs, l'incubateur du barreau de Montpellier est ravi de vous accueillir ce soir à son deuxième légal hackathon. Après une journée de travail depuis 9 h ce matin, nous voici à l'heure des pitchs. 6 projets, Click and Justice, Tadi, Storyboard, Centre de médiation, Safety et Alex, accompagnés de 6 coachs, Mélanie Parlot pour l'incubateur, Stéphanie Villaret pour le BIC, Justine Menu pour Entre Confrères, Gaël Com pour le Global Institute for Law and Innovation, Evan Dujardin pour le cabinet Simon Associés et Christophe Verger de WeSprint et Gravity Innovation, bien sûr, ont travaillé depuis ce matin pour faire progresser leur innovation. Nous allons procéder à un tirage au sort. Chacun des participants aura 5 minutes pour présenter son projet. Et le jury, vous aurez 5 minutes pour poser des questions. Je serai là pour contrôler les temps. À l'issue des pitchs, le jury se réunira dans la salle, qui est juste derrière, pendant 20 minutes, et délibérera sous la présidence de Mélanie, notre présidente de l'incubateur. Nous remercions les 6 coachs pour leur matinée, leur travail, Gravity Innovation cet après-midi qui a préparé les pitchs, et les membres de l'incubateur, Élodie, Marie-Isabelle, Eva, Jean, Daphné, Mélanie et moi-même, qui ont participé à ce légal hackathon. Maintenant, Marie-Isabelle, place au tirage au sort. Alors, je vais procéder au tirage au sort, et donc vous allez donc pitcher dans l'ordre qui va être le suivant. Premier projet Storyboard. Le deuxième projet qui va passer, c'est le centre de médiation. Le troisième projet, c'est Safety. Le quatrième projet, c'est Tadi. Le cinquième projet, c'est Click and Justice. Et enfin, le sixième, Alex. Donc on appelle Storyboard, qui va venir, c'est Catherine, qui va venir nous présenter son projet. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Catherine Fenton et j'ai monté il y a 2 ans une start-up sur Montpellier qui s'appelle les Storyboards et qui a au départ été aidée, structurée par 2 incubateurs, Ionis 361 dans un premier temps, à l'école Epitech de développement, et j'ai fait la pré-incubation au BIC. Nous avons... Voilà. Pendant 2 années, on a fait surtout de la R&D, un peu comme des makers, pas forcément complètement sur un mode de start-up. Nous avons développé un nouveau format innovant, digital, de narration, de storytelling, qu'on a appelé la SLED, qui est un acronyme pour Série littéraire enrichie de données visuelles et sonores, qui est un format qui se lit essentiellement sur des smartphones, en scrollant, et qui permet de faire de la narration innovante, ludique, un peu hybride, sous forme de série à épisodes. Pour ça, on a conçu un player de sled qui s'appelle Episodin et qui permet donc de lire des sleds et de les faire passer en scrollant sur son téléphone ou son smartphone ou son ordinateur. Et on a conçu une plateforme d'auto-édition de sled qui permet ici à tout le monde, sur un site web, de créer des sleds, de mixer des médias et de créer du récit immersif, un peu enrichi, hybride. Pourquoi je suis ici ce soir ? C'est parce que sur des problématiques juridiques, alors je cherche, où sont mes slides, c'est compliqué. En fait, avec notre technologie, notre proposition technologique, nous allons essayer de répondre à des véritables problématiques juridiques. La première, c'est une problématique que je pense être une problématique générale sociétale, qui est des choses que vous connaissez très bien, qui sont... Chez les milléniaux, essentiellement, enfin,
essentiellement, qui sont des choses comme l'hyperviolence, le harcèlement envers les femmes, le harcèlement scolaire, le harcèlement sur les réseaux sociaux, etc. Et mêlé à ça, chez la plupart des gens, une véritable méconnaissance du monde du juridique, de qu'est-ce que c'est l'univers juridique, qu'est-ce que c'est la responsabilité, qu'est-ce que c'est le quantum des peines, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment ça fonctionne un procès, etc. La deuxième chose qui nous intéresse, nous, c'est qu'on sait à peu près que les milléniaux sont des gens assez touchy, qui sont de plus en plus difficiles à toucher, notamment sur les propositions digitales, parce qu'en fait, il y a pléthore de propositions, il y a à peu près tout, et qu'aujourd'hui, pour les intéresser sur des choses, il faut créer des contenus qui sont un petit peu ludiques, qui sont innovants, qui sont différents. Ce que nous, on va faire, c'est qu'on va... Nous allons créer une collection de chroniques judiciaires dans notre format innovant, dans notre format SLED, qui s'appelle Rendez-vous au tribunal. Cette collection, elle va être diffusée sur des smartphones, dans un format qui est le format que j'ai décrit tout à l'heure, complètement attractif et immersif. Et nous allons ajouter à cette collection Rendez-vous au tribunal une couche, je dirais, un petit peu plus pédagogique qui va apporter des informations aux gens sur je dirais, globalement le fonctionnement de la justice. Alors, pourquoi choisir les chroniques judiciaires? Parce que c'est un genre très populaire, c'est un genre qui fonctionne très très bien, on le sait. On connaît tous Faites entrer l'accusé. Au-delà d'aujourd'hui, il est sur Europe 1, il fait des choses qui s'appellent... je ne sais plus comment s'appelle son émission. Enfin, il y a plein de choses. Il y a des gens qui font des podcasts. C'est un genre qui fonctionne très très bien. C'est un genre populaire qui fonctionne très très bien. On a élaboré un modèle économique pour diffuser, pour vendre notre collection. En janvier, on va lancer une opération de crowdfunding sur KissKissBankBank. Déjà pour faire un POC, ça veut dire pour lancer une première saison de la collection, on est en relation avec des chroniqueurs judiciaires. Donc en fait, on est en train de produire 5 chroniques judiciaires qu'on va diffuser, qu'on va marketer un petit peu pour se faire connaître, pour trouver nos premiers early adopters. Ensuite, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut aller trouver, on veut aller trouver des gens qui sont des diffuseurs de contenu pour les milléniaux, c'est-à-dire des gens comme Brut, des gens comme Vice, des gens comme... Désolée Catherine, je ne peux pas intervenir. D'accord. Merci. Alors le jury a certainement des questions. Donc les questions vont peut-être permettre d'aider la suite, à finaliser. Donc qui a une question parmi le jury? Peut-être en 20 secondes synthétiser ce que vous alliez dire à la fin quand même. Ça nous aidera, je pense. Vous avez une question, c'est la règle du jeu. Non, mais alors, c'est ma question. Est-ce qu'en 20 secondes, vous pouvez synthétiser? Insister un peu sur notre modèle économique. C'est plutôt un modèle économique B2B où on va aller chercher des médias et des institutions type G2R La Mondiale, des gens qui cherchent à innover, par exemple, sur le harcèlement scolaire. L'idée, c'est peut-être de créer des SLED pour que des gamins de 12 ans puissent lire des récits édifiants de harcèlement scolaire et qu'il puisse y avoir du travail avec les enseignants, réagir par rapport à ça, etc. Donc voilà ce qu'on va faire. On a une équipe pour ça et notre CTO est aussi quelqu'un qui est en vie qui s'appelle Darius Martin et on travaille avec lui depuis très longtemps et c'est un très bon CTO. Et les illustrations sont fixes ou animées? Alors, les deux. On peut très bien, si vous voulez, sled par sled, on peut très bien imaginer un univers. Nous, pour l'instant, on travaille avec une école qui s'appelle IPESA, qui est une école de graphisme à Montpellier, dans la cité créative. En fait, on peut très bien imaginer que sur une sled, on va faire des photos. Sur une autre, nous, là, sur la première collection, on va surtout dessiner. On va chercher des illustrateurs pour être proche de la BD. Mais après, on peut mettre de la vidéo sur nos slides. On peut mettre n'importe quel format, en fait. Okay. On sait mixer tout ça, on a une base, on a un moteur qui sait mixer tout ça. Quelles sont vos sources d'histoire vraie?
C'est pas vrai. Alors, pour l'instant, nous, on s'associe avec des chroniqueurs judiciaires. Ça veut dire qu'on travaille, on ne crée pas du récit. Moi, je ne suis pas du tout dans le monde juridique. Donc, on travaille avec des chroniqueurs judiciaires qui écrivent plutôt bien. Donc, on les sélectionne. Et notre travail consiste à transformer un récit, à le scénariser de manière feuilletonnante, en fait. Et puis, d'aller chercher des gens qui font du dessin. On sait mettre du sound design, en fait, sur nos séries. On va mettre de la musique. On va vraiment créer un climat qui est complètement un climat dans lequel, ludique et immersif, dans lequel des gens vont complètement s'intéresser à de la chronique judiciaire, alors qu'a priori, peut-être qu'ils ne lisent pas. Bon, c'est vrai que les gens comme Society, avec Dupont-de Ligonnès qu'ils ont fait, c'est vraiment du texte. Moi, je pense qu'avec ce format-là, on peut intéresser des gens qui ne vont pas forcément lire des chroniques judiciaires. C'est interactif ? Alors, d'une certaine manière, oui, puisque on est dans l'interaction quand on lit une sled, mais on ne touche pas, enfin, c'est pas un jeu vidéo, c'est un récit, je dirais, relativement linéaire et classique. On suit, on vous raconte une histoire, avec un début, une fin, un drame, la justice qui agit, et à la fin, je sais pas, un expert judiciaire qui va vous donner deux, trois informations quand même un petit peu carrées sur pourquoi ça, pourquoi du sursis, pourquoi pas de sursis, qu'est-ce que c'est un avocat des parties civiles, ou des informations qui nous semblent assez intéressantes quand on ne connaît pas. Quand on ne connaît pas cet univers, ce qui était mon cas d'ailleurs, on ne connaît pas. Ouais, sur votre première slide, il y avait marqué combattre les fake news. Oui, bien sûr, c'est très très important. Le lien que vous allez faire avec ces chroniques, comment ça va être il y aura des renvois, des infos Alors, en fait, si vous voulez, nous, on est en train de réfléchir, et c'est pour ça qu'on veut aller à la fac pour avoir des early adopters qui sont des étudiants en pénal ou des gens comme ça, parce que toute cette couche juridique, je dirais pédagogique, qu'on veut apporter à notre récit, à notre narration, on veut qu'elle soit... Moi, je sais qu'il faut une couche juridique, il faut une couche un peu de recul pour donner de l'information à des gens qui ne prennent pas le récit un peu comme ça, comme s'ils lisaient un truc un petit peu morbide et dégueu sur Internet. Mais peut-être qu'il y a des moyens de le faire qui sont des moyens de milléniaux. Moi, je ne suis plus une milléniale, mais il y a des moyens là, on cherche encore, on va encore tester ça auprès de gens qui vont être qui sont notre cœur de cible, en fait. Hein, je dirais. Pour moi, millénial, enfin, on a regardé tout à l'heure, ça va un peu jusqu'à 40 ans, en fait. Donc là, il y a... C'est bon. C'est très bon. Donc en fait, ça peut être la petite rubrique de l'expert à chaque fois, avec quelqu'un qui vulgarise complètement. Vous savez, quand vous avez là, je pense à un récit qu'on a, une première sled, qui s'appelle Je l'aimais, Madame, je l'aimais. C'est l'histoire d'un gamin qui a poignardé sa petite amie parce qu'elle l'a quitté. Bon, il n'a rien trouvé de mieux que de la poignarder. Elle n'est pas morte en même temps. Mais je veux dire, ce gamin, il avait 19 ans, il prend 15 ans de réclusion. Peut-être que ça vaut la peine d'expliquer ce que ça vaut ces 15 ans, pourquoi. Enfin, c'est important pour des gamins. Moi, je pense aux Dalton ou à des gens comme ça qui sont complètement hors sol complètement par rapport à la responsabilité du délit, par exemple. Ça me semble important que le grand public, c'est vrai qu'on s'adresse à un genre très populaire. Le fait divers et la chronique judiciaire, c'est quelque chose qui beaucoup de gens adorent. Mais au-delà de ça, nous, je pense qu'on peut se permettre d'aller un petit peu plus loin et de vraiment proposer un peu de recul sur ces histoires-là. Merci Catherine. Bravo. Dis Laurence, tu crois pas que notre centre de médiation du barreau de Montpellier devrait un peu passer à l'ère du numérique ? On est au XXIe siècle quand même, on pourrait dépasser le stade artisanal de nos dossiers papier. On pourrait on gagnerait bien du temps avec ça et puis on arriverait à les suivre correctement, on arriverait à facturer correctement et on arriverait aussi à faire des statistiques. Il faudrait vraiment qu'on passe au XXIe siècle. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? C'est vrai que les petites structures, les tout petits cabinets d'avocats, les associations... sont des microstructures qui ne trouvent pas vraiment d'outils parce que ce qui est actuellement sur le marché, c'est des outils informatiques, des outils de logiciels de gestion qui sont complexes, très fournis et souvent très coûteux. Alors qu'en réalité, quand on veut passer à l'informatique à l'heure de la tech, puisque c'est le sujet,
eh bien, on peut commencer par remplir des besoins essentiels. Alors, en réalité, on a besoin de quoi? Eh bien, on a besoin d'un accès, d'un partage de dossiers à distance. Ça, c'est ce que nous a appris le Covid, hein, finalement. On a besoin d'un agenda partagé pour, si on doit eh bien, partager un agenda avec quelqu'un, un collaborateur, un associé, un ami. On a besoin d'un volet facturation et comptabilité, ça c'est quand même assez important également. Et puis, on a enfin besoin d'un outil statistique pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est, quels bénéfices tirer de notre activité, ou en tout cas de notre expérience. Voilà. Bah, tu as raison. Bah, tu sais ce qu'on va faire? On va s'inscrire au légal à Caton. On va apprendre des choses. On va être coaché. On va savoir comment s'y prendre. Et là, vous avez donc Laurence, Guilhem. Bonjour. Nous sommes venus. On arrête un peu notre dialogue. On s'adresse à vous. Et on vient vous dire que on a trouvé la solution. On est en train de la trouver. Mais il nous faut un peu de temps. Et on va y aller pas à pas. Donc ce qu'on va décider de faire, c'est de tout ce qu'on a appris, et bien vous savez, on va commencer par faire un benchmark. Si. Un benchmark, donc un état de l'art. C'est-à-dire en fait une étude de marché sur les outils qui existent déjà. Donc on mettra aussi en forme un cahier des charges, on sait faire. Mais c'est pas facile. Un cahier des charges de nos besoins, il va falloir bosser. Et il va falloir collecter auprès de nos confrères, des membres de l'association, nos besoins. Pas facile, il va falloir se faire aider, on l'a bien compris. On aura besoin de faire appel à un professionnel, parce que nous sommes des professionnels du droit, mais en high-tech, on n'a même pas été fichu de faire un PowerPoint. Donc forcément, pour préparer notre prototype, on va y aller progressivement, on va être humble et on va se faire aider. Alors, pour vous dire quand même le nom de notre projet, parce que ça, on n'a peur de rien, c'est Easy Class. Oui, alors en fait, ce qu'on veut créer, c'est un outil qui amène à la digitalisation des toutes petites structures qui s'en sentent exclues par manque d'information, par manque de connaissance de cette fameuse tech, ou bien qui s'en excluent elles-mêmes, parfois sur une simple problématique de moyens, parce que ces logiciels de gestion sont quand même relativement onéreux, au-delà de leur complexité. Et on aimerait s'appuyer sur les ordres, évidemment, notre ordre, mais aussi les ordres au niveau national, puisque ça a un objectif quand même de toucher une partie réellement non négligeable de notre profession, qui sont les tout petits cabinets encore individuels. On s'appuierait également sur toutes les associations des ordres qui pourraient diffuser l'information auprès de leurs adhérents, évidemment, et ce qui pourrait être développé et mis en place, puisqu'on n'a pas d'objectif de facturation dans le cadre de ce projet, c'est plutôt une mutualisation de l'outil ou un coaching de cet outil auprès des structures qui seraient intéressées pour en bénéficier. Gain de temps, efficacité, meilleure gestion des dossiers, meilleure facturation, Easy Class sera votre indispensable. Ah, c'est vrai, question. Alors, timing respecté, maintenant place aux questions. On vous écoute. J'ai une petite question. Est-ce que vous avez déjà regardé dans le benchmarking dans la journée ce qui existait, notamment le RPVA V2 qui a l'air de recouvrir la gestion des dossiers, la facturation, l'agenda et le partage de... Voilà. On nous a indiqué cette hypothèse, on nous a fait un éventail de tous les possibles. Après, il va falloir effectivement explorer toutes ces pistes-là. Celle-là, je ne pense pas. Alors, qu'on nous l'ait dit. c'est le RPVA2, sauf erreur de ma part, il vient juste d'être installé là. Non, ça fait un an. Ah, non, alors on ne parle pas de la même chose. Non. En tout cas, merci de la proposition. Ça fait partie de nos champs de recherche. Easy Class, en termes de positionnement, on est sur quoi? On est sur des solutions existantes en moins cher?
Sur des solutions, vas-y. Des solutions plus simples, Oui. vraiment plus basiques que les logiciels de gestion cabinet d'avocats actuels qui comprennent toute la procédure, qui comprennent des tas d'informations qui ne sont pas forcément ni d'ailleurs utilisées, ni nécessaires quand on veut simplement gérer son cabinet ou son association, puisqu'au départ on était là aussi dans le cadre de l'association du centre de médiation pour gérer justement cette problématique, mais qui est très proche de celle d'un cabinet d'avocats, l'entrée des dossiers, l'identité des clients, etc. etc. Donc on veut limiter en termes de fonctionnalité à des besoins essentiels pour en limiter évidemment le coût, voire si on y arrivait, un coût dérisoire, minime, enfin inexistant même. Vous connaissez la solution Optimus Avocat? Ah non, Optimus Avocat, non. Elle est gratuite. Elle est gratuite en logiciel libre. C'est un confrère qui a développé ça dans l'Est de la France. C'est une solution qui a pour objectif en réalité de faire exactement ça. Alors c'est à moins. C'est évidemment, comme on n'a pas des masses, j'imagine, ils n'ont pas des masses de centaines de milliers d'euros en termes d'ergonomie, c'est pas encore extraordinaire, mais le but c'est ça. Mais j'ai une question, c'est que là j'ai l'impression que l'objectif c'est simplement de la gestion. Mais aujourd'hui, est-ce que vous n'auriez pas intérêt peut-être à aller un peu plus loin, et notamment parce que en termes de marketing et de publicité quand même qui s'ouvre aux avocats, et tout ce qui est référencement internet, qualification du client, parce que ça c'est les outils aujourd'hui qui à mon avis me semblent indispensables pour qualifier les clients qui viennent le plus gros flux aujourd'hui qui est internet. Je sais. On a une notion marketing à peu près égale à zéro, nous, avocats. Donc, on est en train de muter, on est en train de changer. Et donc, votre remarque est pertinente parce qu'on voit un peu le gap entre ce qu'on nous demande en termes de marché et puis la réalité de nos cabinets où on a le nez dans le guidon et dans nos dossiers. Mais visiblement, cette notion-là, il faut qu'on l'intègre et votre remarque, elle est bonne puisque finalement, c'est peut-être ça qui manque à notre projet. Hein. Alors, c'est vrai aussi qu'on est parti d'une idée qui est une des problématiques qu'on rencontre dans notre association. Et là, depuis ce matin, on ne fait qu'ouvrir, changer de direction, etc. Je ne vous cache pas que la journée d'aujourd'hui, en dehors du pitch, c'est vraiment une découverte avec énormément de pistes. Donc merci à tous, hein, j'en profite. Parce que voilà, on est parti d'un besoin avec une idée à coller et on arrive à des choses aujourd'hui qui sont multipistes, multiformes, etc. Donc oui, il y a aussi cet aspect du marketing qu'il ne faut pas qu'on néglige. Et justement, puisque vous arrivez avec le chapeau centre de médiation, donc du coup je pensais que vous alliez nous donner une proposition technologique dans le cadre de la médiation ou dans le cadre d'usage par des centres de médiation. Et en fait, je ne sais pas si le fait de vouloir créer un nouvel outil de gestion de cabinet, alors qu'il y en a quand même pas mal de toute taille déjà, est-ce que c'est pas plutôt en reprenant votre casquette et votre connaissance du terrain de la médiation et de la médiation que ce serait plus intéressant de se dire... parce que finalement, vous arrivez à cette médiation, mais quel est le rapport entre le centre de médiation et EasyClass? Zéro, hein. Le centre de médiation n'est qu'une association qui doit être gérée comme n'importe quelle association, sauf qu'on a des dossiers. Oui. De toute façon, on ne peut pas confidentiellement détailler l'intérieur des dossiers médiation. Donc en fait, c'est la gestion et nous perdons beaucoup de temps dans ces gestions papier, ce que je disais. Et on aimerait être plus performant pour pouvoir mieux être à disposition de nos, entre guillemets, médiés. Un peu comme les d'accord. Voilà. Oui, au départ, c'est de la gestion. Alors, de la gestion de dossiers dans le cadre du centre de médiation du barreau. Mais la gestion de dossier, elle est aussi relativement proche de la gestion du cabinet d'avocats. Ah, c'est fini. C'est fini. Ouais, voilà. Merci Catherine et merci. Bonjour. Alors, je me présente, donc je m'appelle Camille Debailleul, donc moi je suis avocat en droit du travail à Montpellier et j'exerce mon activité à destination principale de l'entreprise. Et donc, le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pour décliner notre obligation en tant qu'employeur d'assurer la santé et la sécurité du salarié à son poste de travail, que je décline en projet et en idée pour permettre à l'entreprise d'assurer cette obligation. Donc, protéger
protéger le salarié et assurer la sécurité juridique de l'employeur. Effectivement, cette problématique a des conséquences très irritables pour le chef d'entreprise. Quand la santé et la sécurité du salarié ne sont pas assurées, ça entraîne quoi? Ça entraîne de l'absentéisme, ça peut entraîner du turnover et pour le salarié, un mal-être dans son poste de travail. Et donc, la problématique également plus large d'un problème sociétal, du coût de la sécurité sociale, parce que qui dit arrêt de travail, dit indemnisation par la Sécu, et coûte pour tout le monde. Donc, des problématiques qui me semblent indispensables à résoudre par une solution qui est la création d'un nouvel EPI, qui est un équipement de protection individuelle du salarié, qui est digitalisé et qui a pour objectif d'éviter que le petit caillou qui est dans la chaussure du salarié, parce qu'il y a une problématique au travail qui le chagrine, parce que, eh bien, il fait mal son geste qu'il devrait faire tous les jours à son poste de travail, finalement, devienne, eh bien, un gros caillou pour l'employeur, parce qu'il faut que je gère la dépression du salarié, il faut que je gère son trouble musculo-squelettique, et il faut que je gère toutes ces difficultés qui vont entraîner, ce que j'ai dit au début, l'absentéisme et peut-être son départ de l'entreprise, et tous mes coûts indirects. Donc, mon nouvel EPI, qui va être Safety, eh bien, est prévu pour avoir une relation ascendante-descendante, c'est-à-dire ascendante, il y aura 3 outils principaux dans cette application et dans ce site. Un outil au regard de la santé mentale, c'est-à-dire que de façon récurrente, on va s'assurer que le salarié, avec toutes les connaissances qu'on a en santé au travail mentale, eh bien, est parfaitement aligné dans son poste et dans son organisation. Donc grâce à ce premier outil dans l'application, on pourra savoir s'il y a un problème. Le deuxième, au niveau de la sécurité physique, donc le salarié aura à disposition continue les éléments qu'il doit mettre en place en sécurité dans son poste, par des tutos, par la fiche de poste qui retrace en termes de sécurité qu'est-ce qu'il doit respecter à son poste de travail. Et enfin, pour moi établir mes documents obligatoires, notamment le DUERP, il faut que j'ai l'information par le salarié des risques qu'il constate à son poste. Donc une remontée de l'information, donc un ascendant, un descendant, un ascendant, pour que le salarié eh bien, me dise voilà, là j'ai remarqué qu'il y a un problème, donc je vous le signale de suite, parce que si je lui demande 6 mois plus tard par la réunion annuelle, il ne s'en rappellera pas, parce qu'il l'a constaté à l'instant T. Pareil, s'il vit un accident du travail, eh bien grâce à ça, il pourra me le signaler de suite, et pas me le dire 2 ans après quand je l'aurai licencié, que j'aurai un contentieux, mais ça c'est ma petite parenthèse qui me gratte à moi. Donc, une relation ascendante-descendante, un accès personnalisé à son compte santé-sécurité, donc au même endroit, il aura toutes ces informations qu'il pourra consulter quand il le souhaite et quand il est en situation de travail. Une application qui se veut en élaboration collaborative, c'est-à-dire que je suis en phase de conception avec les entreprises partenaires qui ont des salariés, qui ont ces problématiques, pour justement avoir quelque chose qui est vraiment adapté à la situation et adapté à la problématique santé-sécurité dans l'entreprise qui est concernée. Dans la visée, il y a des acteurs qui vont être impliqués, et notamment les institutions de prévoyance, parce qu'aujourd'hui, on est obligé d'avoir un régime de prévoyance et un régime frais de santé, qui coûte des fois très cher à l'entreprise et qui augmente les coûts. Et si on fait appel à Safety, l'assureur pourra vous proposer un prix compétitif pour cette prestation. Un partenariat suivi, ça sera un abonnement et une possibilité de prestation supplémentaire pour avoir un accompagnement plus poussé par l'équipe de Safety. Et enfin, des atouts qui seront une effectivité, une productivité, tout sera légal et permettra d'être encadré dans l'obligation de sécurité résultat. Et surtout pour le salarié, une simplicité d'utilisation parce que l'application sera facile, ludique et sera surtout pluguée avec tout ce qui concerne la gestion de ses congés ou autres dans l'entreprise. Merci. Voilà. Vous en êtes où actuellement? J'en suis dans ce que je disais, dans la phase d'élaboration collaborative. J'ai beaucoup progressé aujourd'hui d'ailleurs. Des pas de proto ou...
Comment ? Vous n'avez pas de prototype ou, Alors, du coup, je pensais que j'étais obligée de passer par un développeur pour faire un prototype, mais en fait, j'ai appris qu'il y avait notamment des outils, qui permettaient en fait de construire toute l'application et en fait de la montrer comme si ça en était un. Donc c'est Fugmi, je l'ai noté dans mon on cahier. est à l'étape encore d'idéation. Oui. Vous êtes nombreux ? Alors j'ai moi et ma collaboratrice. C'est pas mal. On est beaucoup là-dedans, donc ça va. En termes de modèle économique, comment vous allez gérer C'est-à-dire la vente. Ouais. Alors en fait, l'idée c'est de faire sous forme d'abonnement en fonction du nombre d'utilisateurs de l'entreprise. Donc ça va être le premier stade. Et après, il va y avoir des packs en fonction du suivi. C'est-à-dire que si vous voulez vous débrouiller tout seul avec mon appli, pas de souci, vous prenez l'appli avec l'abonnement en termes de nombre d'utilisateurs. Si vous voulez un suivi plus poussé avec la compétence juridique et la compétence avec un préventeur des risques, et bien du coup, il y aura un forfait. Alors ça va être un pack argent, or, gold, etc. qui va être en fonction de l'accompagnement que vous désirez. Un accompagnement à la mise en place ou un accompagnement tout au long de la vie de l'application dans votre société. D'accord. Et à votre connaissance, vous avez des concurrents ? Alors, il y a des concurrents sur la santé ou sécurité, mais qui font beaucoup de pilotage. C'est-à-dire c'est beaucoup de choses qui permettent de savoir dans l'entreprise combien on a d'accidents, combien on a de turnover, etc. Mais il n'y a pas vraiment de concurrents qui fassent une boucle. Moi, ce qui est important, c'est le descendant-ascendant. Parce que la sécurité au travail, le premier acteur, c'est le salarié. Et on oublie souvent que le salarié est aussi là pour protéger sa santé, sa sécurité. C'est écrit dans le Code du travail. Et souvent, on nous pose beaucoup d'obligations. On pose beaucoup d'obligations à l'employeur, mais on oublie aussi cette boucle qui doit exister dans ce domaine-là. Oui. Vous parliez de partenariat dans le cadre de l'élaboration. Est-ce que vous avez envisagé du coup de faire déployer l'application avec des grands comptes, des assureurs ou même des, je sais pas moi, la Sécu ou autre pour déployer et inciter du coup à Alors l'idée l'utilisation ? effectivement c'était pour justement pouvoir avoir un impact plus grand au début. Dire, en fait, comme j'ai des assureurs qui proposent des contrats de prévoyance ou frais de santé qui souvent, enfin moi je le vois chez mes clients, quand il y a beaucoup de sinistralité, ils se prennent un petit courrier en septembre pour dire que ça va augmenter assez cher. L'idée de dire voilà, en fait au lieu d'être toujours dans la réaction face à une sinistralité, en fait on vous maintient votre prix. Par contre, il faut mettre une mesure de prévention. Une mesure de prévention qui a un effet bénéfique pour l'entreprise, mais pour la collectivité globale, parce qu'en fait, derrière, il n'y a pas que l'entreprise qui paye un complément, il y a aussi nous tous, par la sécurité sociale, qui payons les IJ ou les remboursements de frais de santé. Donc c'est un levier, effectivement, pour le... Oui, Camille. Alors j'avais une question bête, c'est-à-dire que si les salariés refusent de rentrer dans la boucle numéro 1, santé mentale, ça va coincer, disons. Et deuxième sujet, effectivement, s'adosser à la CARSAT, qui fait la prévention des risques professionnels, mais l'idée c'est d'adosser ça à un cabinet, parce qu'il y a derrière un conseil juridique. Oui. Alors après, il peut y avoir une plateforme, éventuellement, si ça découple sur toute la France, et moi je peux avoir une plateforme de confrères qui sera judicieusement sélectionnée par moi-même pour pouvoir, un réseau, quoi. avec la qualité attendue, pour répondre. Mais en fait, le salarié, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mot important c'est EPI. Aujourd'hui, le salarié qui ne met pas son EPI est sanctionnable. Donc en fait, je voudrais l'intégrer comme un EPI dans l'entreprise. Parce que c'est là pour protéger sa santé, sa sécurité. C'est pas fait pour faire du folklore. Pas d'autres questions, il reste 1 minute. Et vos clients, c'est l'entreprise ou c'est l'avocat ? C'est l'entreprise. Et le vendeur ? C'est l'avocat ou c'est vous ? Et le vendeur, c'est, ça va être soit, ça sera moi, c'est petit, ou alors le régime de prévoyance, c'est-à-dire que l'assureur mutuel ou l'institution de prévoyance qui va vendre son régime. Peut-être les CSE aussi, tout ça, non ? Alors le CSE peut être effectivement force de proposition en disant ça serait bien dans le cadre du CSCT de mettre ça en place dans l'entreprise, tout à fait. Ils peuvent être au courant de ce projet, de cette idée, pour l'inciter à l'entreprise à la mettre en place. Et même souvent il y a des gros CSE, EDF, ils ont 2000 salariés, ils peuvent aussi se le mettre en place pour eux. Bravo, il restait 9 secondes. Merci, Coucou, bon, excuse-moi de te déranger.
c'est vrai que je t'appelle pas souvent et en général quand je t'appelle, c'est pas la joie. Mais là actuellement j'ai quelques problématiques. Je sais que tu es de bons conseils et du coup je t'appelle. Bon, écoute, tu connais le litige que j'ai avec le père de mes enfants. J'ai été menacée récemment par lui, donc je ne sais pas quoi faire. J'aimerais être renseignée un peu sur mes droits. Bien évidemment, lorsque tu as une problématique, tu en as d'autres, puisque faut que ça vienne en masse, c'est plus marrant. Écoute, j'ai une autre problématique également avec mon employeur. Il a changé, donc je trouve qu'il est beaucoup plus exigeant. Il a un comportement inadéquat à mon égard. Donc pareil, j'aimerais connaître un peu mes droits, j'aimerais savoir quoi faire. Sans compter que j'ai également une problématique avec mon bailleur. Il y a la porte du garage qui ne ferme plus, donc ça fait des semaines que je garde ma voiture dehors. Donc qu'est-ce que je fais? Et puis enfin, bien évidemment, comme je t'ai dit, j'ai pas mal de problèmes. Enfin, en tout cas, le dernier problème ne me concerne pas directement, mais concerne mes parents. Ils ont reçu une convocation en justice. Si j'ai bien compris, ils sont convoqués à une expertise judiciaire en référé. Et si j'ai bien compris, il faut un avocat. Donc je t'appelle, tu veux mon conseil, qu'est-ce que je fais? Google? Écoute, Google, oui, comme tout le monde, je suis allée sur Google. Qu'est-ce que tu veux? On est saturé d'informations. L'information est surabondante, c'est jamais du sur-mesure, c'est jamais du personnalisé. Bon, parfois tu as des résumés d'avocats où c'est très bien fait, mais qu'est-ce que tu veux? C'est jamais du sur-mesure. Donc j'aimerais qu'on me conseille, j'aimerais que ce soit un conseil personnalisé. Les plateformes d'avocats, écoute, c'est bien fait, c'est bien joli, c'est bien fait. Le CNB, oui, je crois que j'ai dû regarder la plateforme du CNB, mais qu'est-ce que tu veux? Après, je tape droit du travail, j'ai 120 avocats, je choisis qui, quoi? Enfin, je connais personne, je choisis qui? Ils ont à peu près, ils pratiquent à peu près les mêmes prix. Qu'est-ce que je fais? Et puis en général, ils ont un agenda assez chargé, j'ai pas un rendez-vous tout de suite, là j'aimerais être assurée dans l'immédiat. Et puis, ou sinon, quand ils ont une disponibilité, je travaille, je ne peux pas. Et pour mes parents, j'ai bien compris qu'il fallait un avocat, donc si tu en avais un à me conseiller, ce serait top. Comment? Si je connais Tadi? Non, je ne connais pas. Bonjour à tous, je m'appelle Adriana, je suis avocate depuis 2016 et j'ai l'honneur de vous présenter mon projet qui est Tadi, ton avocat dans l'immédiat, qui est une application d'utilité publique, vous avez compris, de mise en relation d'un avocat en quête de visibilité et de clients en quête de réponse à leurs questions. Alors, j'exerce ce métier depuis 2016, donc j'ai constaté cette problématique que j'ai essayé de vous illustrer grâce à ce jeu de rôle. Et la problématique, vous l'avez compris, c'est que l'avocat, on pense qu'on en a besoin, que quand il y a un contentieux, quand on n'a pas le choix. Là, je l'ai illustré avec l'exemple des parents qui ont été convoqués en justice. C'est là qu'on pense à prendre un avocat. On n'a pas le choix. Pour les autres questions, on a la personne qui est allée sur Internet, qui a essayé de s'informer, qui n'a pas trouvé de réponse à sa question. Dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est le cas. On va chercher une information sur Internet, sauf que c'est jamais du sur-mesure. On va aller voir une association, sauf que il arrive souvent que les associations nous donnent des réponses plutôt théoriques. On est beaucoup plus dans la théorie que dans la pratique. Pareil, c'est jamais du sur-mesure. Les plateformes, c'est pas de l'immédiat. T'as dit, ton avocat dans l'immédiat, c'est la mise en relation immédiate, dans l'immédiat, c'est-à-dire que vous avez un avocat qui est disponible de 9h du matin jusqu'à 14h, donc il a été convoqué, il est en audience à 9h, il est en référé ou en pénal ou en famille, par exemple. Il a du temps, il sait qu'il va passer à 14h, il va se mettre en disponible sur l'application et il va optimiser son temps. Donc il va, pendant ce temps, gagner de l'argent, il va avoir un revenu complémentaire. Et vous avez en face une personne qui inquiète, qui a besoin d'être assurée dans l'immédiat, et Tadi apporte donc une solution à cette personne-là et la rassure sur le moment. Donc, on va mettre en relation des besoins complémentaires, vous l'avez compris, le besoin du justiciable qui a besoin d'une réponse rapide, fiable et peu onéreuse,
et le besoin de visibilité de l'avocat, le besoin de développer de nouveaux marchés, notamment le marché du conseil. Merci. Voilà. Merci. Alors, les questions. Est-ce que vous avez fait une étude de marché, un benchmark, et connaissez un peu les acteurs qui font plus ou moins la même chose? Bien sûr. Alors, outre les plateformes, le premier concurrent de Taddy, c'est Cololawyer. Donc, Cololawyer, c'est une application parisienne. Quand j'ai eu l'idée de Taddy, c'était lorsque je payais un référencement coûteux sur Internet. Donc, je me faisais référencer, j'avais une visibilité sur Internet et j'avais en moyenne 40 d'appels par mois. Donc sur ces 40 d'appels par mois, j'avais que 2 dossiers qui aboutissaient sur mon bureau. Alors, il n'y avait que 2 dossiers du contentieux, le reste c'était que je rassure. Voilà. J'ai besoin de connaître mes droits, je suis là en train de rassurer la personne. Écoutez, vous avez 3 options, option 1, option 2, option 3. La personne est rassurée, elle ne me rappelle plus. Donc vous avez les plateformes, Cololawyer. Alors Cololawyer, comment on se différencie avec Cololawyer? Cololawyer a changé plusieurs fois de business plan. Ils étaient au début sur les particuliers. Aujourd'hui, ils sont plus sur du B2B. Donc, ils proposent pas mal de forfaits au B2B. Et pour les particuliers, ils proposent, par exemple, 20 €. Pour 20 €, vous avez 20 minutes de communication. Sauf que moi, j'estime que quand on est avocat et qu'on arrive au bout des 20 minutes, on ne va pas dire à la personne qu'on est au bout du téléphone, voilà, écoutez, votre temps est écoulé, je suis désolé, rappelez ou prenez un nouveau forfait. Donc ce qui se passe en général, et c'est la réalité, on va avoir une personne, un avocat qui va s'engager pour 20 €, 20 minutes. Au final, pour 20 €, il va conseiller pendant, allez, on va dire en moyenne 40 minutes. Donc ça fait du temps quand même consacré. On va dire, ça fait des revenus complémentaires qu'il aurait pu avoir, qu'il n'a pas. Donc Cololawyer, c'est ça. Cololawyer également, c'est quoi? On a toujours cette image un peu froide de l'avocat qu'il faut casser. Puisque aujourd'hui on associe l'avocat à des problématiques, à du contentieux. Donc vous avez la plateforme de Cololawyer qui est en noir et blanc. Donc, vous avez la plateforme de Taddy, j'ai mis des couleurs un petit peu plus gaies pour rendre accessible en fait l'avocat. Il faut casser cette image de négatif de l'avocat. L'avocat n'est pas condescendant, l'avocat n'est pas inaccessible. Au contraire, l'avocat est mieux placé qu'une association, mieux placé qu'un assistant juridique qui travaille pour la protection juridique, mieux placé que n'importe qui pour vous conseiller de manière stratégique. Voilà. Et alors, je vois que vous êtes donc 15 minutes, 15 €, et vous partagez comment ces 15 €? C'est-à-dire que l'avocat prend combien là-dessus? Alors, vous avez compris qu'il y a une commission. C'est un business plan qui n'a pas été testé, donc on est parti sur 15 minutes, 15 €. C'est-à-dire que dès que l'avocat prend l'appel, c'est 15 €. C'est-à-dire que même s'il reste 5 minutes ou 6 minutes au téléphone avec la personne, c'est 15 €. Donc c'est un premier forfait de 15 minutes, 15 €. Et au-delà de 15 minutes, on va facturer à la minute. On a mis 1,5 € la minute, ce qui fait pour 30 minutes un peu moins de 40 €, ce qui est tout à fait raisonnable et accessible à tout le monde. Mais encore une fois, c'est un business. Mais là, il y aura un pourcentage pour... Dans tous les cas, il y a un pourcentage. Alors on est parti sur 10 € pour l'avocat et 5 € pour l'application. D'accord. Pardon, mais je ne vois pas tellement la différence avec Cololawyer. On est à 20 minutes, 20 €, donc 1 € la minute, et là on est à 15 minutes, 15 €. Donc, pardon, mais bon, il y a du dépassement, c'est ça qui... Alors, s'il y a du dépassement, en fait, chez Cololawyer, l'avocat n'est pas rémunéré. D'accord, alors que là, oui. Alors que là, l'avocat est rémunéré, et aussi Cololawyer, c'est pas de l'immédiateté, c'est pas de l'instantanéité. Vous appelez un numéro qui appelle l'avocat, et l'avocat ensuite vous appelle. Là, c'est de l'instantanéité. Vous avez une liste d'avocats connectés sur le moment, et on vous propose le premier avocat, un système de roulement, qui s'est connecté, donc on vous met en relation avec lui, et vous payez la communication, lui de toute façon il est rémunéré tout au long du conseil qu'il donne. S'il donne 30 minutes de conseil, il est rémunéré, s'il donne 40, il est rémunéré. Cololawyer, c'est 20 minutes par an. D'accord. Est-ce que vous avez analysé la profondeur de marché? Alors, profondeur des marchés, ce qui est indéniable, c'est que le marché du conseil, c'est un marché de niche où on n'a pas de dominant. Et le marché du droit en général, c'est un marché où vous avez des acteurs qui ne sont pas des avocats qui le dominent ou qui commencent à le dominer. C'est problématique puisque
qui mieux placé que l'avocat pour connaître les problématiques qui se posent et pour trouver les meilleures solutions. C'est pour ça que je dis d'utilité publique. Pourquoi c'est une application d'utilité publique? On vous parle aujourd'hui de l'encombrement des juridictions. Pourquoi il y a de l'encombrement des juridictions? Parce que ça ne fait pas partie des mœurs, on ne se fait pas conseiller. La prévention, le conseil juridique préventif n'existe pas. Je pense que la profondeur de marché joue en votre faveur. C'est-à-dire que l'avenir est devant vous, c'est ça que je veux dire en fait. Et il y a de la place pour plusieurs acteurs, moi je pense. Complètement. Ouais. Complètement. Le marché du conseil en tout cas n'est absolument pas dominé. Il reste 10 secondes. Une dernière question? Alors, juste l'application sera bientôt disponible dans les stores, donc elle pourra être testée pour nous et on pourra obtenir un conseil rapide auprès d'un avocat. Merci. Merci à vous. Bonjour à tous, donc David Guillon, avocat au barreau de Montpellier. J'interviens essentiellement en droit public et c'est de cette manière-là que j'ai eu l'idée donc du click and justice. Alors je vais essayer de vous mettre en diaporama, je vais vous mettre en grand écran. Hop. C'est pas mal. Écoutez, on va rester comme ça. C'est en bas à droite. Et en bas, Juste avant. Et en bas à droite. Alors, le pain point, le constat de départ, c'est qu'effectivement, on a un contentieux de masse qui résulte de l'action et des décisions prises par l'administration. La crise sanitaire, c'est effectivement une illustration, mais bien entendu, ce n'est pas la seule idée donc, de contentieux de masse. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a constaté que les justiciables sont de plus en plus friands de conseils juridiques et d'informations juridiques. Mais le problème, c'est l'accès au droit, notamment par le coût de la justice, notamment du coût de l'avocat. Donc le constat est le suivant. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Eh bien, on a décidé effectivement de donner une solution de facilité. Facilité pour accès à la justice, facilité pour lier l'acte à la parole, facilité pour accéder également au droit et la facilité pour mettre en relation des avocats avec des justiciables. Pourquoi nous, finalement, pourquoi effectivement on n'y a pas forcément pensé avant? Déjà, d'une part, parce que en grande majorité, les avocats ne sont pas publicistes. Donc ça, c'est le premier constat. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a déjà une première expérience sur le click and requête. Je l'avais déjà exposé lors de la journée de l'innovation. Le click and requête, seule problématique, c'est qu'on est resté un peu au milieu du gué, puisqu'on mettait à disposition gratuitement des formulaires de requête en format Word, mais en fait, on donnait un outil juridique dont les justiciables n'avaient pas la capacité d'utiliser. Ensuite, à partir de septembre 2021, les choses ne sont pas améliorées, et donc on a mis en place un prototype sur mon site internet guillon-avocat.fr. Il y avait un besoin, une demande, on a tenté d'y répondre et effectivement le succès a été au rendez-vous puisqu'on a engagé un peu plus de 150 recours sur les problématiques suivantes. Les décisions de suspension sans rémunération pour les agents publics qui ne satisfont pas à l'obligation vaccinale, ainsi que les décisions de l'ARS qui enjoignaient aux libéraux de justifier de leur statut vaccinal. 150 recours, et bien entendu, on a démultiplié le concept sur d'autres problématiques liées à la crise sanitaire et aux décisions de masse, notamment, je pense ici, fermeture administrative. On sait qu'à Montpellier, notamment, nous avons pas mal de commerces et d'épiceries qui sont régulièrement fermés. C'est un type de contentieux de masse. Actuellement, où est-ce qu'on en est dans le développement de l'application? Eh bien, on a le prototype qui est déjà sur le site guillon-avocat.fr. Si vous souhaitez aller regarder effectivement le prototype, vous pourrez accéder au site et voir qu'il y a un formulaire de requête. Bien entendu, on cherche à distinguer cette activité de ma société de cabinet d'avocat, et donc on va immatriculer une SAS dans les prochains jours, qui va entrer en vigueur à compter de janvier 2022, et bien entendu, on va mettre en place un site internet, qui sera cette plateforme Click and Justice, qui va se dériver en Click and Requête. Vous allez donc saisir directement les juridictions administratives, et en Click and Contest, vous allez contester devant l'administration, soit pour faire naître une décision, soit pour tenter de résoudre amiablement un litige qui pourrait naître avec l'administration. Aujourd'hui, le modèle économique, il est le suivant. On s'adresse essentiellement aux particuliers. Particuliers, personnes physiques, mais également aux entreprises. Je pense ici notamment aux fermetures administratives. On leur propose effectivement plusieurs forfaits, de 150 € à 1200 € TTC, payables en 3 fois sans frais. Vous savez d'avance combien vous allez payer, et ça c'est important pour le justiciable. Notre cœur de cible, en réalité, va dépendre des libertés défendues.
Si par exemple vous contestez le port du masque dans les écoles, alors votre cœur de cible, ce sont les parents d'élèves soumis au port du masque dans les écoles. Si vous contestez les fermetures administratives, alors votre cœur de cible, ce sont les chefs d'entreprise. À terme, nous voulons nous orienter vers les cabinets d'avocats, puisque qui dit contentieux de masse dit donc une multitude de recours devant les tribunaux administratifs. On a 54 en France, ce qui veut dire que potentiellement nous pourrions avoir un réseau d'avocats dans les 54 tribunaux administratifs de France. Et enfin, les institutions publiques, parce que oui, si on est capable de faire naître des contentieux de masse, on doit également pouvoir proposer un service à l'administration pour gérer ces mêmes contentieux de masse. Quels sont les points forts du projet? Eh bien, en fait, on fait de la requête individualisée. C'est-à-dire, on parle de vous dans cette requête, on ne parle pas d'un contentieux lambda. Il n'existe pas de recours collectif en droit administratif, ce qui veut dire que vous pouvez effectivement être une dizaine sur le recours, cela ne voudra pas dire qu'il y aura forcément votre situation. On garde le même niveau de qualité juridique à un prix qui est relativement acceptable, et bien entendu, c'est immédiat, c'est-à-dire qu'il faut compter à peu près 40 minutes entre le moment où vous payez la prestation et le moment où la requête est envoyée sur télérecours. À l'heure où je vous parle, j'ai une notification sur mon téléphone, ma secrétaire vient de déposer une requête. Voilà. Alors, des questions, s'il vous plaît. Alors, on me dit qu'il y en a qui vous posez des questions dans le micro, s'il vous plaît. Alors moi je me pose la question, et on ce micro, je me pose la question de la satisfaction du client, parce que le parcours est quand même pas simple de saisir la juridiction administrative. Moi qui suis avocate, je ne suis pas sûre d'en être capable, même en ayant suivi le parcours là, de cliquer en requête. Bon, il fait son recours à un moindre prix, ok, et ensuite. Est-ce qu'on m'entend mieux si je parle comme ça? Ouais, je trouve très bien. Alors, en fait, on propose 3 prestations. À 150 € TTC, effectivement, vous n'avez pas l'assistance et la représentation d'un avocat. Mais à 1 200 €, vous avez l'assistance et la représentation de l'avocat. Donc c'est l'avocat ici qui va gérer toute la partie contentieux administrative, donc c'est-à-dire qu'il va envoyer les requêtes, qui va envoyer également les pièces, qui va faire le suivi du dossier, qui va s'occuper également d'aller plaider à l'audience du référé et à l'audience au fond. Et effectivement, à ce moment-là, on est dans une relation normale entre un cabinet d'avocats et son client, et donc là, il n'y a pas de difficulté sur le taux de satisfaction. Alors, du coup, j'insiste un peu, je reformule pour celui qui prend le forfait à 150 € et qui donc n'a pas l'assistance d'un avocat. Il a le modus operandi, c'est-à-dire qu'on bien entendu, on recense un petit peu les difficultés et le retour utilisateur des justiciables, c'est-à-dire pourquoi j'ai parlé de cliquer une requête, parce que justement on nous disait que c'était extrêmement compliqué de le faire, et à ce moment-là, en fait, on leur propose une autre solution, c'est qu'ils appellent directement le cabinet d'avocat et ils prennent un appel téléphonique à 55 € les 20 minutes pour être assistés pour déposer la requête. Bien entendu, c'est un prix d'appel, l'intérêt c'est de passer par un cabinet d'avocat. Ok. Et donc, pour ceux qui ne sont pas passés par les services d'un cabinet d'avocat et qui l'ont fait seul, quel est le taux de satisfaction à l'heure actuelle, puisque j'ai compris que c'est déjà en cours? Le taux de satisfaction pour le moment effectivement est plutôt bon. Après on a 3 mois à peu près de recul, puisque jusqu'à maintenant, le click and requête, justement, on avait eu un taux de satisfaction qui n'était pas forcément très bon. Là aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est meilleur, mais voilà, on va attendre un petit peu l'utilisation des utilisateurs et bien entendu on sera attentif au retour d'expérience. D'accord. Alors, le client renseigne quelque chose qui est préétabli? En fait, il a un formulaire de requête. En fait, si vous allez sur le site client-avocat.fr, vous allez voir que vous avez toute une série d'informations à rentrer qui va poser des questions de plus en plus précises, et en fonction des réponses que vous allez apporter, ça va générer dans la requête des alternatives qui vont nourrir votre requête. Donc vous aurez des arguments qui vont dépendre des réponses que vous allez donner. Et vous avez vraiment une requête qui va parler de vous et de votre situation. C'est pas un peu comme justice.fr? Pardon, micro. Bizarre. Je ne connais pas justice.fr, mais c'est des formulaires automatiques sur service public, c'est ça? Une plateforme qui a eu son heure de gloire et qui permettait aux particuliers d'introduire des actions, notamment au prud'homme, tout seul, en remplissant les formulaires. Alors je ne sais pas si effectivement c'est notre similaire, probablement, mais pour le coup, nous on le fait devant les juridictions administratives. Et pardon, j'ai une question, mais c'est pas technique en fait. Là, c'est destiné au contentieux de masse, a priori. Donc les clients, quand ils veulent saisir le trait administratif par vos soins, ils sont prévenus en début que ce ne concerne que les contentieux de masse, ou pas?
Oui, de toute façon, dans le formulaire, en fait, au fur et à mesure avant de remplir le formulaire, déjà, il y a un petit texte explicatif, et au moment du formulaire, si effectivement vous n'êtes pas sur un contentieux administratif, ben, en fait, vous n'allez pas pouvoir remplir le formulaire. Et si jamais on s'aperçoit qu'effectivement, par exemple, nous, pour les agents publics, ce sont des salariés, on rembourse la requête, bien entendu, et on leur dit que là, ils ne sont pas devant la bonne juridiction. Ça nous est déjà arrivé, d'ailleurs. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner de contentieux, en dehors de ceux actuellement disponibles, qui concernent essentiellement la vaccination des soignants, le refus de vaccination des militaires et gendarmes, etc. Parce que là, vous êtes sur une niche, qui est ce qu'elle est, mais quels sont les autres contentieux de masse auxquels vous pensez ? Vous aurez remarqué comment, habilement, j'ai quasiment évité à tout moment de parler de la crise sanitaire, raison pour laquelle le clic and justice a vocation à s'intéresser aux contentieux de masse. Alors aujourd'hui, j'ai donné 2 exemples. Il y a également la question des fermetures administratives. Comme je le disais, en fait, j'assiste pas mal d'épiceries de nuit qui sont fermées administrativement, généralement par la préfecture ou par la commune. Ça, c'est un exemple de contentieux de masse. Quand j'avais commencé mon exercice également, on avait des contentieux sociaux, c'est-à-dire le RSA, les APL, l'AAH, ce sont des petits contentieux pour lesquels on serait capable, à un tarif extrêmement avantageux, de leur produire une requête de qualité à un haut niveau juridique qui serait à la fois accessible pour le justiciable qui, lui, généralement est bénéficiaire de l'AJ, et à la fois rentable pour l'avocat qui, lui, va faire une fois la requête et qui va automatiser. Merci David. Est-ce que vous saviez qu'après le coût d'un avocat et le long délai d'une procédure, l'accès à l'information juridique est le 3e obstacle pour les citoyens français à l'accès au droit et à la justice? Alors, je m'appelle Pauline Planck, je suis avocate collaboratrice dans un cabinet qui exerce en propriété intellectuelle et je suis amenée à accompagner des créateurs d'entreprises, des start-up, des TPE, des PME et même des accompagnants de ces acteurs-là, les BIC, les accélérateurs d'entreprises. Et ce sont des acteurs qui se posent énormément de questions et qui ont pourtant un mal fou à accéder à des informations qui soient justes, fiables et accessibles. J'ai tenté l'expérience de me mettre à leur peau et de taper sur Google une petite recherche « Comment protéger ma marque ?» Les résultats étaient très décevants. Sur un premier site, immédiatement, on m'a proposé une prestation payante, sans même d'explication, sans aucun conseil. Le deuxième site n'était pas plus concluant. Un site qui est pourtant dédié aux entrepreneurs m'envoie un article long d'une page avec des notions complexes que je ne comprends pas en tant que néophyte du droit et que je ne digère pas. Dans l'article, par exemple, avant le dépôt de marque, pour cela, il faut d'abord choisir une marque qui soit un signe distinctif. La marque ne doit pas être un terme décrivant le produit ou le service. La description étant commune à tous les objets de la même espèce. Les signes génériques, usuels ou nécessaires sont exclus. Il faut vérifier que le signe choisi ne soit pas une marque déjà antérieure, et pour cela, il faut confier à l'INPI, je ne sais pas qui c'est, de réaliser une recherche d'antériorité. Bla, bla, bla. C'est trop long, c'est trop complexe, je ne digère pas l'information, et surtout, je n'ai aucune garantie a priori de la justesse de l'information, de la fiabilité, car à aucun moment je n'ai affaire à un avocat. À aucun moment on me dit que l'information est dispensée par un avocat. Et la solution que je propose, justement, c'est de replacer l'avocat au centre de la communication d'informations juridiques grâce à un outil simple, reconquérir le public, en incitant les avocats à utiliser les outils simples du legal design. Je propose aux avocats de rédiger des fiches d'information juridique, donc dans mon domaine, la propriété intellectuelle, la propriété industrielle, puisque les acteurs, les TPE, PME, start-up, etc. sont des gros demandeurs d'informations. Je leur propose une base de données Alex qui est composée de fiches juridiques rédigées dans un langage simple, clair, accessible par des avocats. Par des avocats qui, en contrepartie de la rédaction de cette fiche, auront une vitrine et une visibilité dans le contenu informatif qui est proposé aux justiciables. Ça, c'est le projet donc Alex, qui a pour mot fort, pour point fort, l'accessibilité et la fiabilité de l'information donc qui est dispensée
à travers des fiches juridiques. L'accessibilité, donc, par le biais du legal design, qui est aujourd'hui pour moi un outil qui est complètement indispensable pour dépoussiérer l'image de l'avocat, pour reconquérir le public et lui redonner confiance dans les informations qu'il reçoit. Donc cela passe par des schémas, de l'infographie, un langage court, simple, direct, qui sera formalisé dans mes fiches juridiques grâce à une trame, grâce à des codes d'écriture auxquels devront se soumettre les avocats volontaires pour rédiger les fiches. Ensuite, le deuxième point fort de mon projet, c'est donc la fiabilité de l'information. Puisqu'aujourd'hui, sur Internet, on trouve de l'information sur tout. Il y a un problème d'infobésité, mais on ne connaît pas la justesse et la fiabilité de l'information qu'on reçoit. Et moi, mon projet Alex, il a vocation à s'emparer de cette problématique-là en communiquant des informations qui sont fournies par des avocats, rédigées, vérifiées, validées par un avocat. Mais ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas à la simple communication d'informations, puisque le justiciable qui aura reçu des renseignements donc compréhensifs, directs dans un langage clair, aura une appétence, aura une volonté certainement de poursuivre son approfondissement de sa situation juridique avec l'avocat. Et là, l'avocat rédacteur de la fiche, je rappelle qu'il a une vitrine sur le contenu informatif. Et il y a une mise en relation qui est proposée. Une mise en relation un peu comme ce qui existe sur la plateforme au CNB Avocat, sauf que là, la mise en relation est directement associée au contenu informatif, au legal design qui a été digéré. Donc, prise de rendez-vous, poser une question écrite, une consultation, etc. Pour moi, le projet donc c'est un projet gagnant-gagnant, donc autant pour les créateurs d'entreprises, les utilisateurs, que pour les avocats eux-mêmes, puisqu'ils auront leur visibilité, etc. Je termine, Alex n'a que des qualités, il est fiable, il est accessible. Alors les questions, s'il vous plaît. Moi, je voudrais en savoir un peu plus sur le modèle économique, du coup. Alors en fait, je suis vraiment au tout début du projet, vraiment au tout début. Mais le modèle économique, donc si je reviens sur le win-win, pour moi, l'information juridique, elle doit d'abord être donnée à un premier niveau gratuitement aux utilisateurs. Ensuite, s'ils veulent obtenir des informations qui sont plus approfondies ou des contenus qui sont plus développés, et je pense directement à des vidéos peut-être de formation, etc. Là, ils devront payer un accès pour l'information plus approfondie. Ensuite, vous avez les incubateurs, les accompagnants, donc les prescripteurs, qui, eux, pourront acheter des contenus agglomérés, puisque les fiches juridiques ont vocation à être nombreuses. Au bout d'un moment, on aura des packs de contenus qu'on pourra vendre et être réutilisés comme des formations par ce type d'accompagnants. Les avocats aussi, ils pourront payer un abonnement pour afficher, pour communiquer leurs fiches, pour rédiger leurs fiches sur Alex, étant précisé que du coup, nous, on revient sur la fiche en procédant des traitements de legal design, etc. Il y a des trames à respecter, donc il y a quand même un travail de vérification de la fiche. Mais l'avocat sera censé payer un abonnement puisqu'il aura une visibilité qui est assurée par la fiche. En fait, je pense que le modèle économique, en tout cas pour les avocats, va interroger d'abord les premiers confrères, les jeunes confrères qui n'ont pas de site internet et qui recherchent une visibilité sur internet. Et ce projet-là, de leur mettre à disposition des fiches juridiques qui, en soi, c'est très simple à faire, une fiche juridique, et qui va leur permettre d'interroger, d'interpeller des justiciables qui vont consulter leurs fiches et qui vont possiblement après entrer en relation avec eux. Je pense que c'est primordial aujourd'hui pour les jeunes confrères. En tout cas, pas forcément pour les gros cabinets d'avocats qui ont déjà des grands médias de communication, mais en tout cas pour ma génération, oui. Quelle serait la différence avec un site comme Village de la Justice qui permet déjà d'être référencé Alors, Village de la Justice, pour moi, ce sont des articles qui ne sont pas du tout compréhensibles pour le justiciable. Ce sont des articles qui commandent des arrêts avec le plan grand 1, grand 2, grand 1, grand B, presse. En tout cas, pour moi, je suis justiciable, je suis non juriste, j'ai aucune compétence juridique. Je ne suis pas capable de comprendre un article. Enfin, en tout cas, la majorité des articles sur Village de la Justice, je ne peux pas. Et après, je ne crois pas que Village de la Justice s'y propose immédiatement une mise en relation avec l'avocat rédacteur de la fiche ou d'autres avocats qui ont la même compétence que le rédacteur. Sur Village de la Justice, c'est les avocats qui rédigent même l'article. Oui. Ce qui sera la même chose sur Alex. Oui, donc, mais... Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est Alex ensuite qui va dire c'est trop complexe, il faut reformuler?
Qu'est-ce qui se passe en fait? Quel est le travail de vérification? Parce qu'effectivement, sur la justice, il y a à boire et à manger en termes de complexité, mais tout n'est pas complexe. Et donc, en termes de flux générés pour l'avocat, très bon parce que c'est très bien référencé. Et donc, je me pose la question de savoir, donc là, j'ai bien compris cette mise en relation qui effectivement est un plus, parce qu'il faut payer sur la justice, mais en termes de retranscription, qui fait cette vérification? Et du coup, alors, je pense qu'il est complètement possible de travailler sur des traitements semi-automatisés avec le legal design. Tout simplement, quand un texte est trop long, il y a un blocage. Il y a des mécanismes qui existent qui sont déjà automatisés. Et après, je pense qu'il faut laisser l'humain aussi, et certainement, en tout cas dans un premier temps, j'imagine comme ça, derrière la vérification des fiches, il faut forcément une personne qui est formée au legal design et au legal thinking. Et voilà, à mon avis, ce sera un mélange entre l'automatisme et l'action humaine. Mais pour finir, je pense à un maximum d'automatisation. Mais il y aura une vérification, parce qu'on apporte les outils du legal design, on ne laisse pas l'avocat, sinon il n'y aurait pas de cohérence entre toutes les fiches. Pourquoi Alex? Alors Alex, parce qu'il y a avocat dedans et explication à Alex. Et aussi ça fait penser à un prénom, donc ça humanise. Alex, il n'a pas vocation à remplacer l'avocat, mais il est là pour redonner confiance un petit peu au justiciable en lui donnant des informations juridiques, et il va préparer ensuite la mise en relation avec l'avocat. Voilà, c'est réconfortant, c'est humain, c'est bienveillant. Au-delà du modèle économique, est-ce que vous avez réfléchi au coût de création? Parce que c'est intéressant, mais il me semble que le coût de création sera élevé. Alors, je le conçois pas forcément, parce qu'au début, on va pas marcher sur tous les domaines du droit. Là, on travaillera en premier temps en propriété intellectuelle et plus précisément en propriété industrielle. Et aussi, j'aimerais bien en données personnelles. Parce que les données personnelles, c'est très porteur. Et c'est un immense domaine du droit qui est très très complexe, qui n'est pas du tout digéré par le justiciable, surtout par les auto-entrepreneurs, les TPE, PME. Et je pense qu'il y a un gros travail de simplification à faire là-dedans. Et finalement, une fiche juridique, c'est pas énorme en soi. On a un travail comme ça au cabinet de rédaction des fiches. Une fiche, pour moi, c'est 2 heures. Et après, je pense que tous les avocats sont à même de donner une partie de leur temps à la création de la fiche, en contrepartie d'une grande visibilité sur le site. Et non, pour moi, je pense que c'est pas impossible. Je ne sais pas si j'ai reproduit. Merci Pauline et bravo. Le vainqueur donc du Légal Hackathon et qui a le prix, c'est le projet qui s'appelle Safety. Félicitations. Félicitations. Simon, tu précises quel est le prix? Alors, le prix qui est décidé, c'est la possibilité de suivre le diplôme d'université Legal Tech, qui est donc certifié par Montpellier et Stanford, que j'ai l'honneur de diriger. Donc, c'est pour ça que je suis là, en fait. Okay. Et voilà. Et donc, c'est l'université de Montpellier. C'est un prix qui permet notamment aux professionnels de le suivre, parce que c'est tout en démat, donc c'est comme Netflix en fait, tu choisis tes cours, tu les regardes quand tu veux, et les évaluations aussi. Et d'ailleurs il faut tirer le chapeau pour l'immense succès et la grande qualité de ce DU à Gaël Combe ici présente, puisque c'est son entreprise. Il a été coach ce matin. Voilà, c'est son entreprise qui assure la prestation technique du DU. Et donc c'est une partie innovante dont elle est aussi responsable. Et sinon il y a des super intervenants de toute la Legal Tech française et aussi américaine, donc de Stanford, etc. Bon, mais super, soit. Voilà. Merci, En plus, il faut vous dire que pour tous les participants, il y a également un abonnement au Juriste de demain, qui est une plateforme également de cours en ligne. Et pour le gagnant, c'est un abonnement annuel donc à la plateforme à partir donc de maintenant, en utilisant donc le code qui est donné. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Bravo.
Je voulais juste dire merci à tous les coachs de ce matin, parce qu'en fait, c'était super, parce que le projet avec lequel on est arrivé, il a été vu par 6 personnes différentes, avec des angles différents. Donc en fait, on n'avait pas forcément pensé, moi en tout cas, ou des questions que je ne m'étais pas forcément posées. Donc du coup, c'était super. Donc il y avait une valeur ajoutée vraiment aux interventions. Et du coup, mais merci de votre temps, parce que du coup, ça a passé la journée à nous aider. Et voilà, je suis super contente. Je ne m'attendais pas. Donc, merci. Alors, le deuxième prix, c'est le prix coup de cœur. Il va être remis par Justine Menu. Justine, je te laisse te présenter. Oui, alors bonsoir à tous. Moi, je travaille chez Entre Confrères. Je suis associée à Marie Dio, qui est avocate et fondatrice d'Entre Confrères. On accompagne les avocats sur les sujets business, innovation et marketing. Donc, on les accompagne sur la stratégie et conseil. Et donc là, j'appelle sur scène Alex, le projet Alex. Bravo. C'est le projet coup de cœur. On va vous accompagner 2 heures avec nos experts en fait, et donc on va faire un peu comme ce matin, on va challenger et vous apporter des conseils pour le projet. Et vous avez également un abonnement donc, à la plateforme Juriste de demain qui est de 6 mois, donc en votre qualité de prix coup de cœur. Écoutez, merci beaucoup, merci à l'organisation, au jury. Vraiment, oui, on est vraiment, comme disait Safety, on est vraiment parti d'un projet initial qui a évolué au fur et à mesure des interventions des coachs, et vraiment merci. Bravo. Et en tout cas, merci de votre participation, merci de votre travail toute la journée. Et vous avez chacun un prix. Vous avez chacun un prix, vous avez tous un abonnement donc au Juriste de demain pour 3 mois qui vous est offert par le Juriste de demain qu'on va vous donner tout à l'heure. Donc Mélanie, peut-être, on voulait appeler donc M. Bâtonnier, Nicolas Bedel de Bizarre, également Christophe Bourdin pour la mairie, et puis Mélanie pour le mot de clôture. Nicolas. Ben, félicitations. Merci Christophe et merci à Monsieur le maire de nous avoir reçus. Je sais que ça a été très, très chaleureux aujourd'hui. On m'a parlé d'un accueil 5 étoiles. Et je pense qu'avec cette municipalité, nous partagerons... J'y ai pensé en rentrant sur cette place, et quand j'ai vu la photo de notre consoeur emprisonnée chez les Mollahs, je me suis dit que nous partageons un certain nombre de valeurs communes, la valeur des droits de l'homme, et puis également les valeurs qui consistent à aider ce que Georges Frêche appelait Montpellier la surdouée. Et notre barreau aujourd'hui prouve qu'on est dans l'avenir. Et d'ailleurs, je me disais, quand je pense qu'il y a ce barreau-là que j'ai écouté aujourd'hui, et le reste du barreau qui est farouchement contre le vote électronique, je me dis qu'il y a vraiment 2 mondes, et que c'est le choc des cultures. Mais je suis certain que vous représenterez demain, et que de toute façon, le vote électronique, irrémédiablement, on finira par l'installer à Montpellier. Voilà, bravo à tous, et bravo pour ces super projets. Bon, écoutez, au nom du maire Michael Delafosse, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui et qui le regrette parce que c'est une promesse qu'il avait faite à la présidente. Et d'habitude, il tient ses promesses. Et aujourd'hui, il a vraiment eu 2 empêchements. Le premier, c'est que malheureusement, la crise Covid s'accélère de plus en plus. Et il a annoncé d'ailleurs il y a quelques heures que certaines manifestations communes et métropoles allaient être de nouveau annulées, puisqu'il y a des surtensions, notamment au niveau du CHU. Donc ça a été la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'il a été appelé, mais là pour une bonne chose, un ancien ministre qui s'appelait le ministre Guesso, qui l'ont connu, qui recevait aujourd'hui un prix très honorifique et qui avait demandé la présence du maire. Et donc il l'a su très tardivement, ce qui explique qu'il ne peut pas être présent aujourd'hui et que je le représente.
Mais sachez, comme l'a dit monsieur le bâtonnier, qu'il est très attaché à notre barreau. Je le dis à chaque fois que je fais sa représentation auprès des confrères. Il est très attaché à notre barreau. Et le portrait qu'il y a sur le parvis en est la démonstration. Et plus encore, le souhait de vous accueillir tous ici aujourd'hui, dans cette salle, qui est notre salle du conseil municipal, là où se prennent de grandes décisions pour notre ville. La dernière en date, avec beaucoup d'émotion, c'est qu'ici même, qu'ont été accueillis les Afghans qu'on a pu faire venir de Kaboul grâce à l'intervention aussi du club de hand. Donc c'est une salle qui est marquée de plein d'histoires. Nous y participons tous les 2 mois lors de nos conseils municipaux. C'est assez vigoureux, hein, parce que nous avons un maire qui, contrairement au maire précédent, laisse la parole, notamment à l'opposition. Et donc c'est bien de pouvoir accueillir aujourd'hui votre congrès, votre 2e congrès. Et je félicite tous les participants. Je suis, en tant que confrère, moi je suis admiratif de voir toutes les idées qui peuvent germer. Et effectivement, je rejoins monsieur le bâtonnier sur le vote électronique. Quand on voit ça, on se dit qu'il y a vraiment dans notre barreau des gens qui sont dans un autre temps. Et donc je félicite tous les participants. Je ferai bien entendu un compte-rendu précis à monsieur le maire. Et merci pour votre accueil. À mon tour. Alors, je vais faire un discours qui va d'abord parler de vélo, ensuite de cailloux, et pour terminer, je parlerai de jardinage. Donc, le vélo, pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, avocats, on passe notre temps le nez dans le guidon. Et je l'ai entendu plusieurs fois aujourd'hui. Hein. On dit, en fait, on n'innove pas parce qu'on n'a pas le temps, on produit, on travaille, voilà. Donc, en fait, l'incubateur du barreau de Montpellier, depuis 3 ans, son job, c'est d'essayer de vous aider à relever la tête de temps en temps pour essayer de regarder un peu ce qui se passe plus loin et se donner cet espace aussi pour innover, pour... cette journée que vous êtes offert, vous, ces 6 candidats, vous avez tous gagné pour moi, parce que vous vous êtes tous offert cet espace de respiration, de réflexion, et ça, c'est vraiment un cadeau que vous vous êtes fait à vous-même, et franchement, je vous en remercie, parce qu'on a besoin d'avoir des projets pour pouvoir vous faire avancer. Donc, c'est vraiment déjà très bien. Et le deuxième sujet, donc, c'est le sujet des cailloux. Comme je dis toujours, c'est pas moi qui l'ai inventé, on me l'a raconté, c'est que souvent dans notre vie, on a tendance à remplir notre vie d'eau. Et il n'y a plus de place pour rien mettre, en fait. Une fois qu'on a mis l'eau dans le bocal, on ne peut pas rajouter, ça déborde. Donc la première chose qu'on propose de mettre, c'est les gros cailloux qui permettent ensuite de laisser de l'espace pour des plus petits cailloux, puis du sable, puis de l'eau. Voilà. Donc en fait, souvent dans nos projets de cabinet, finalement, on met que de l'eau, c'est-à-dire tout le flux en fait qui rentre. Et on s'autorise pas à se dire je vais faire une formation, même si ça me rapporte pas des sous tout de suite. Je vais quand même prendre ce temps-là. Moi, je sais que souvent, j'ai des confrères, je les appelle, je leur dis non, mais il faut venir aux événements de l'incubateur, c'est intéressant, etc. Et je leur dis mais en fait, là, j'ai pas le temps, il faut que je fasse des choses qui me rapportent de l'argent tout de suite. Donc, en fait, les gros cailloux, c'est effectivement ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous avez mis des gros cailloux. Je pense que vous avez appris plein de choses. Et donc, dans cette journée, vous avez commencé à mettre... Et donc, il va falloir continuer à mettre des gros cailloux dans votre bocal de construction de votre projet d'avocat de demain, on va dire. Et enfin, je finis par le jardinage. Aujourd'hui, nous, l'incubateur, ce qu'on essaye de faire, et ce qu'on essaye de faire depuis 2017, et plus exactement février 2018, c'est de planter des graines. Voilà. Donc vous avez vu, aujourd'hui, on n'est pas hyper nombreux. On aurait aimé qu'il y ait un peu plus de monde, même si d'un point de vue sanitaire, c'est pas génial. Mais donc en 2018, on a commencé à planter des graines. On a fait une inauguration où on a parlé de quoi ? De legal design. On était le premier incubateur en France à faire venir quelqu'un pour parler de langage clair et de legal design. Et donc, on a planté cette graine-là. C'est pas pour autant que c'est grâce à nous que ça a poussé, mais il se trouve quand même que, aujourd'hui, on a un projet qui a parlé de ce sujet-là.
Et on sait que voilà, c'est un sujet qui commence à germer, à pousser. Et puis, voilà, il y a 2 ans, on a fait un légal hackathon et on avait quelques projets et on avait pas mal de monde, plus qu'aujourd'hui. C'était encore une graine de plus qui commence à pousser, puisqu'on a eu quand même 6 projets. On a eu du mal à voir nos projets il y a 2 ans. On a même été plus ou moins tous obligés de candidater et de faire partie du concours pour avoir le nombre de projets. Aujourd'hui, voilà, il y a eu 6 projets qui ont... Et donc, c'est une deuxième graine, voilà. Et donc, on espère que tous, autant que vous êtes là, vous considérez que l'innovation, ça fait partie des choses qu'il faut planter un peu tous les jours et que donc l'année prochaine ou celle d'après, il y aura peut-être plus de projets, plus de monde dans la salle aussi, qui permettra de faire vraiment grandir notre barreau qui a besoin de se transformer malgré tout. Voilà. Et pour finir quand même, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont présentes, à la fois les membres de l'incubateur qui ont vraiment participé activement à faire que cet événement soit possible, Monsieur le bâtonnier, Christophe Bourdin, mon confrère, pour représenter la mairie, tous les membres du jury qui ont fait l'effort de venir jusqu'à ici pour participer à ce concours. Et toutes les personnes présentes dans l'assistance plus généralement. Et bien sûr, tous nos candidats qui se sont quand même mis franchement dans un grand inconfort. J'imagine que vous n'avez pas passé une journée facile, mais c'est grâce à vous que cet événement a pu avoir lieu. Voilà, j'ai certainement oublié plein de trucs, mais je m'arrêterai là. Et donc, vas-y, c'est... Il y a un temps, tout le monde. C'est ça qu'on veut.